Bonsoir. La crise sanitaire imposée par la Covid-19 depuis plusieurs mois déjà persiste toujours et même s'intensifie ces dernières semaines. Et avec elle, des conséquences sur tous les plans et surtout sur les activités économiques. Conséquences positives ou négatives, nous le saurons dans cette émission. Et que faire face à cette situation, à la prolifération ou à la hausse des cas positifs des cas du coronavirus constatés depuis plusieurs semaines dans notre pays? Que faire? La question reste posée et pour répondre à cette interrogation, justement, nous sommes sur ce plateau ce soir avec des professionnels de la santé, mais également une chef d'entreprise. Nous avons professeur Anoumou Dagnan. Il est professeur de bactériologie, virologie, membre du conseil scientifique, chef laboratoire Covid au CHU Sylvanus Olympio. Professeur Dagnan, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la TVT. Merci. Nous avons également professeur Edem Gouakoué. Il est cardiologue, président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo, également membre du conseil scientifique. Professeur Gouakoué, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir les téléspectateurs. Et nous sommes heureux de participer à cette émission. Merci. Et je vous le disais également, nous avons une chef d'entreprise, la directrice générale donc de Chom Factory, Madame Enyokosiwa Midreso Amouzou. Madame Amouzou, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté également, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, professeur Dagnan, depuis plusieurs semaines déjà, ce n'est plus un secret, nous suivons l'évolution de la pandémie, de la courbe de contamination dans notre pays et elle va sans cesse croissante. Les cas positifs ne cessent d'augmenter. Alors, c'est vrai que nous posons la question chaque semaine, mais que se passe-t-il? Est-ce que nous allons arriver à un pic un jour ou ça va continuer par flamber comme ça, professeur Dagnan? Oui, bon, c'est une question très difficile à répondre. Oui. C'est de savoir, est-ce qu'actuellement on a déjà atteint le pic ou si le pic est à venir? C'est une prévision, on ne peut pas savoir. Ce qu'il faut noter, c'est que Covid-19, c'est une nouvelle maladie. On continue toujours par apprendre. Et comme vous l'avez dit, depuis le début de cette épidémie, les chiffres ne font qu'augmenter quand on suit un peu la courbe d'évolution. Et cette augmentation s'est accélérée depuis le début de cette nouvelle année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement et les acteurs de la santé font quand même tout pour que nous ne soyons pas débordés. Même s'il y a des augmentations, il y a des mesures qui sont prises pour qu'on puisse au moins maîtriser le nombre de cas et c'est ça qu'il faut saluer. Dans tous les cas, Covid-19 continue sa course dans pratiquement tous les pays, ce n'est pas seulement le Togo. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est la justesse des mesures qui sont prises pour pouvoir, si on ne peut pas éliminer, au moins maîtriser l'épidémie pour qu'on ne soit pas débordé en termes de capacité du système de santé pour la prise en charge des personnes qui sont touchées. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, professeur Gouakoué, cette situation que nous vivons là, est-ce qu'on peut en avoir une explication? Pourquoi depuis, disons, après les fêtes, on subit cette hausse des contaminations et au jour le jour, les cas ne font qu'augmenter? Merci d'avoir posé cette question. Cette augmentation des cas était prévisible. Elle était prévisible parce que lors des fêtes, il y a eu beaucoup de déplacements des étrangers. Nos collègues, la population étrangère est arrivée à Lomé, les gens ont voyagé et dans ce lot, il y a eu des cas positifs. Mais les fêtes, c'est essentiellement les rassemblements, les retrouvailles de famille. Et là, les gens se sont regroupés quelquefois sans aucune précaution en termes de mesures barrières. Et donc, on s'attendait à ces cas positifs, mais on ne s'attendait pas à un nombre aussi important. Il est arrivé
où on a observé 105 cas en un seul jour, alors que pendant plusieurs semaines, on avait quelques dizaines de cas, et déjà à ce niveau, on avait commencé par s'alarmer. Là, il était important de lancer une alerte pour que les cas diminuent. Est-ce qu'on aura un pic? C'est difficile de le dire, parce que la maladie est devenue communautaire, c'est-à-dire qu'elle est là en permanence dans nos communautés. Et il faut insister sur un certain nombre de mesures dont on parle toujours pour que le nombre de cas diminue. Et comme l'a dit mon collègue le professeur Daniela, afin que la capacité de nos structures sanitaires ne soit pas débordée. Voilà. Alors, professeur Daniela, depuis que, disons, nous vivons cette situation, nous savons qu'avant même, durant la période des fêtes, des mesures restrictives ont été prises. Aujourd'hui, vu la situation, des mesures continuent d'être prises par le gouvernement pour arriver peut-être à limiter ou limiter la contamination. Mais jusqu'aujourd'hui, on voit que les cas augmentent toujours. Est-ce qu'il faut dire que ces mesures ne portent pas leurs fruits? Non, on ne peut pas le dire comme ça. Si on regarde ce qui se passe actuellement dans la région des savanes, oui, c'est-à-dire Dapaon, Senkasé, Mango, etc., il y a 2-3 semaines, il y avait une flambée des cas dans cette région-là. Oui. Et donc le gouvernement a pris des mesures restrictives, notamment bouclage, couvre-feu, limitation des déplacements pour pouvoir contenir cette flambée. Et quand on regarde les résultats cette semaine, on constate que le nombre de cas dans la région de la savane commence par diminuer. Ce qui suppose que ces mesures, bien sûr, elles sont contraignantes, ont contribué à diminuer le nombre de cas dans cette zone. Mais sur le plan national, le nombre de cas n'a pas diminué suffisamment parce qu'il y a d'autres régions qui sont en train de reprendre le flambeau, si je peux dire ainsi. Voilà. Si je prends par exemple hier, on a enregistré à Sokoré 11 cas dans la ville de Sokoré. Les chiffres d'hier, c'est ce qu'on a observé. Alors qu'il y a une semaine, il y a 2 semaines, on avait 1 ou 2 cas dans cette zone. Donc, actuellement, on se rend compte que la flambée est en train de se déplacer un peu vers la région centrale et vers la région de la Kara. Ce qui fait que sur le plan national, les chiffres restent toujours élevés, mais on a l'impression que l'épidémie est en train de s'éteindre dans la région des savanes, mais que d'autres régions sont en train de prendre la relève. Et il faut noter également que Lomé reste toujours l'une des régions les plus touchées et ça n'a pas du tout baissé dans cette zone. Au contraire, cette semaine, on constate qu'il y a une augmentation encore à Lomé. Donc, en définitive, quand on observe une augmentation de cas dans une région et qu'on prend des mesures tout de suite, on arrive à agir sur la flambée. Mais c'est que il faut qu'on reste vigilant à tout moment. Dès qu'on se relâche un peu dans un district, dans une ville ou dans une région, la sanction, elle est immédiate. Le nombre de cas augmente dans cette zone. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer actuellement à Sokoré, probablement dans la région centrale, qui doivent être les points d'attention dans les jours à venir. D'accord. Et professeur Gouyaké, en rejoignant ce que le professeur Daniela vient de dire, donc s'il faut, peut-être si nous voulons arriver à peut-être une situation de moins de cas, il faudra peut-être imposer des mesures restrictives à tous les niveaux, c'est-à-dire dans chaque zone, si on arrive à circonscrire peut-être une zone, un cluster, et on arrive à faire diminuer les cas de contamination, pourquoi ne pas étendre ces mesures restrictives-là à toutes les zones pour que nous n'ayons plus de flambée de cas positifs? La question, elle est mathématiquement possible, mais il ne s'agit pas simplement de maladies et de clusters. Vous avez sorti le mot. Quand il y a cluster, c'est-à-dire un petit foyer, il faut éteindre ce foyer le plus rapidement possible. Autrement,
les gens vont se contaminer tout autour de ce foyer et le nombre de cas va augmenter. Au début de cette pandémie, l'idée de faire des confinements a été évoquée, mais en aucun moment on a fait des confinements. On a fait des couvre-feux parce que l'économie togolaise doit être préservée coûte que coûte. Les entreprises doivent faire un minimum pour pouvoir subvenir aux besoins des ouvriers, je peux le dire comme ça, mais également pour pouvoir faire tourner la machine. Parce que l'épidémie est là, elle n'est pas prête à partir, mais les entreprises doivent tourner. Donc, il n'est pas question de marquer le pas en disant on va confiner les entreprises, on va confiner tout le monde. Ce n'est pas la bonne politique. Et je crois que très tôt, les responsables politiques de ce pays ont vu et ont compris cette stratégie. C'est pour ça la proposition de confiner tout le monde n'est pas la bonne proposition. Il faut trouver autre chose. Et la chose la plus faisable, c'est de circonscrire les clusters et de les prendre en charge de façon rigoureuse. Et qui dit rigueur dans la prise en charge, dit également éducation, dit information exacte. Nous reviendrons sur cet aspect également tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Je voulais revenir sur cette question qui est très intéressante, c'est de savoir est-ce qu'on ne va pas prendre des mesures restrictives dans pour tout éviter le pays, justement pour que éviter cette cluster n'apparaisse. Non, c'est pas possible, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est comme si vous demandez aujourd'hui, dans la région des plateaux, où on a quelques cas sporadiques, de mettre le couvre-feu, de mettre le bouclage, d'éviter les déplacements. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas le justifier. Parce que ces mesures ne peuvent être prises que quand lorsqu'il y a des augmentations de cas pour pouvoir les réduire. Et d'ailleurs, dans la région des savanes où ces mesures sont prises aujourd'hui, si on observe cette baisse que nous sommes en train de voir aujourd'hui, si ça continue, si cette baisse continue, on va lever ces mesures pour permettre aux gens de pouvoir respirer un peu, de reprendre les activités économiques comme le professeur Guyaku l'a dit. Et donc, les interventions sont ciblées et doivent être au cas par cas. On ne peut pas généraliser parce qu'il y a Covid dans le pays, on va tout bloquer. Non, on risque de créer d'autres problèmes qu'on ne pourra pas résoudre facilement. D'accord. Bon, on reviendra tout à l'heure justement sur ces mesures et puis peut-être prendre exemple sur certains de nos voisins qui poursuivent certaines mesures restrictives depuis plusieurs mois déjà. Madame Amouzou, je viens à vous maintenant. Vous, en tant qu'entrepreneur, dites-nous comment vous vivez ces semaines de hausse de contamination. Quelle lecture vous faites de ces chiffres-là que nous observons ces dernières semaines? Covid-19 nous a pris tous par surprise et donc chaque jour on se réadapte aux nouvelles dispositions à prendre, les mesures barrières et tout. C'est vrai que ces dernières semaines, l'augmentation des chiffres nous inquiète parce que c'est ça qui amène au couvre-feu et donc ça ralentit toujours. Et il y a toujours quand ça s'augmente et que les communicos sortent, c'est des... ça limite, ça donne un frein. Il y a toujours un frein qui arrive avant de pouvoir encore débloquer la situation. Donc ça craint un peu. Donc, mais on reste confiant aux mesures prises par le gouvernement et on se dit que ça va aller. D'accord. Et justement, revenons aux répercussions de la crise sur vos activités. C'est très intéressant parce qu'avant de commencer l'émission, depuis le début de la crise, on a tendance à dire que la crise a impacté négativement tous les secteurs d'activité, les entreprises et tout. Mais avec vous, apparemment, la crise ne vous a pas fait trop de mal, on va dire. Oui, effectivement. De façon générale, la crise ne nous a pas fait trop de mal parce que nous sommes dans l'agroalimentaire. Nous avons, depuis 2017, créé de la valeur ajoutée aux achomons que tout le monde connaît. Nous en faisons aujourd'hui des biscuits. Et nous avons apporté de l'innovation sur la manière de distribuer ce produit.
Et donc, nous les mettons à la disposition de la population à travers les boutiques de quartier. Donc, qui est couvre-feu ou pas, les boutiques sont ouvertes jusqu'à 19h avant d'être fermées. Et les gens doivent manger. Et parfois, c'est les biscuits, les amuse-bouches qui sauvent en attendant que le repas même soit prêt. Donc, avec Covid, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a eu fermeture des frontières. Du coup, les biscuits importés, les amuse-bouches importés ne viennent plus. D'autres qui viennent aussi, il y a des coûts, la flambée des prix. Donc, alors que nous sommes en interne et nous proposons un meilleur produit sans additifs ni colorants. Donc, tous les parents se sont retournés vers notre produit et du coup, on va bien en termes de chiffre d'affaires. Et la demande est plus forte. La demande est plus forte. Chaque jour, les boutiquiers même demandent le produit aujourd'hui parce que le produit petit à petit est connu. Et le mois de la consommation locale qui a été décrété en octobre nous a vraiment donné un coup de pouce à notre niveau. Ça a fait que tout le monde voulait tester un produit made in Togo. Et le produit le plus accessible, c'est à 100 francs et c'est chez le boutiquier de quartier. Donc, naturellement, tous les boutiquiers sont rentrés dans l'entente et aujourd'hui, on va parfaitement bien en termes de chiffre d'affaires par rapport à nos produits. D'accord. Bon, on ne va pas aller jusqu'à dire que vous souhaitez que Covid persiste, mais non, déjà... pas du tout. Alors, professeur Daniela, c'est quand même... Est-ce que la surprise... Enfin, c'est moi seule qui suis surprise ou d'entendre un entrepreneur dire que la crise ne lui a pas fait de mal, mais plutôt du bien? C'est vrai que c'est un peu surprenant. Mais comme elle l'a si bien expliqué, ça dépend du produit et ça dépend des activités que vous menez. C'est sûr que comme c'est des produits de consommation locale et qu'on se rend compte qu'avec la crise, beaucoup de ces produits ne sont plus importés ou les gens ont des difficultés à les importer dans le pays, c'est vrai que ça peut arranger cette entreprise. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres entreprises qui en souffrent. Et donc, nous tous, nous devons converger nos efforts vers l'élimination ou la réduction, en tout cas, de l'impact de Covid-19 dans notre pays. D'accord. Professeur Gouyakoui, est-ce que vous pensiez que certains s'en sortent bien durant cette crise-là, avant d'écouter madame? Mais non, pas du tout, pas du tout. Il suffit juste de regarder tout autour de nous. Et quand vous allez à l'hôpital, je ne prends pas l'hôpital comme une entreprise, mais quand vous allez à l'hôpital, le premier réflexe que vous avez, et le premier constat que vous pouvez faire, c'est que les malades sont là, ils n'ont pas les moyens de s'acheter les médicaments. Ça veut dire que la source de revenus qui leur permettait d'être un peu plus à l'aise, et elle est, si ce n'est supprimée, au moins drastiquement diminuée. Et quand vous sortez de là et que vous rentrez dans la ville, il y a plusieurs entrepreneurs qui se plaignent parce que quelquefois le produit est fabriqué, il est là en stock sans que ce ne soit vendu. Pire, les matières premières sont difficiles à faire venir pour des entrepreneurs. Je ne dis pas de haut de gamme, mais les jeunes entrepreneurs qui se battent. Et je suis heureux que pour Atchomo Entreprise, ça marche. Ça marche parce que d'abord, Atchomo est une production locale. Et quand c'est bien fait, je vous dis, ce n'est pas... Vous pouvez prendre votre sachet rapidement et aller au travail sans se gêner. Donc, c'est une production locale qui marche parce que les gens se sont mis en tête que ça doit marcher. Et ça également, c'est un point positif. Même dans les crises, il faudra positiver la situation de manière à ce qu'on puisse s'en sortir allègrement. D'accord. Alors, professeur, je reste justement avec vous. Vous êtes le président du Conseil de l'Ordre national des médecins. Et depuis le début de cette crise, nous avons compris qu'il y a eu une sorte de diminution
des fréquentations dans les centres de santé et tout. Au début, il y avait la psychose. Tout le monde craignait d'aller à l'hôpital parce que, Covid et tout, et du coup, les gens traînaient d'autres pathologies qu'ils ne voulaient pas amener entre griffes dans les hôpitaux. Alors aujourd'hui, quelle est l'ambiance dans les centres de santé? Est-ce que les malades reviennent? On refait confiance justement au personnel de santé pour peut-être d'autres pathologies autres que la Covid? Oui, il y a un fond qu'il faut séparer du fond global. Le fond global, c'est que Covid est venu s'ajouter à une pathologie qui existe déjà et qui était là déjà et pour laquelle le personnel soignant se battait déjà. Cette hargne d'aller aux soins, cette hargne de se mettre à la disposition des patients a pris un coup au début parce que personne ne savait qui était contagieux, qui était porteur sain, qui était porteur de virus. Il a fallu du temps pour expliquer au personnel et même au personnel pour constater sur le terrain qu'en dehors de Covid, on doit continuer par soigner les pathologies courantes et c'est ce qui est fait. À l'heure actuelle, avec les explications, les formations de base qu'on a dû reprendre, chacun sait qu'il doit prendre des dispositions en termes de mesures barrières. Mais malheureusement, tout ne suffit pas. Il faudra demander du matériel et ça, j'avoue que les hôpitaux font un effort, mais comme on dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ici le lieu de dire qu'il faudra faire un peu plus d'efforts à l'endroit du personnel soignant, ceux-là qui sont disponibles et qui sont prêts à soigner les gens. De façon, pour résumer, l'ambiance n'a pas changé. Les gens font très attention pour ne pas contracter la COVID-19, mais on continue à soigner les gens de façon courante pour peu qu'on a un peu de matériel pour se protéger. D'accord. Et professeur, quel est l'état d'esprit du personnel soignant? Si au début, peut-être, il y a eu cette peur, cette réticence, même au niveau du personnel soignant, est-ce qu'aujourd'hui, nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants et tout sont plus confiants, ils sont plus, relax, on va dire, en griffe, pour nous soigner? Relax, pas du tout. Pas très attentif peut-être. Oui. Très attentif parce que... Mais il n'y a plus cette crainte-là, on va dire. Même si elle existe, elle a été mentalisée et les gens ont vu par expérience que ce n'est pas tout le monde qui est contagieux. Et même ceux qui sont contagieux, si on les prend dans des conditions requises, dans des conditions expliquées, on a moins de risques de se faire contaminer. Mais cette peur existe toujours. Elle existe parce que elle est là. Et le risque est là. À partir du moment où le risque est là, on leur dit redoublez de vigilance, ne baissez pas de bras, ne dormez pas, restez éveillés. Et quand le message est répété, les gens font un effort. Je crois que le personnel soignant a un bon état d'esprit actuellement, même si de temps en temps, les rumeurs et les fausses informations viennent perturber leur équilibre psychologique. Et je crois qu'il faut préserver cet équilibre psychologique de manière à ce que la psychose qui s'est installée au début de la maladie ne revienne pas. Je rappelle au passage que même actuellement, le personnel soignant paie un lourd tribut par rapport à la maladie, puisque c'est plus de 100 personnes qui sont contaminées. Même s'il y en a qui ont été soignés, il y en a plus qui ont été contaminés et qui ont ressenti la richesse de toute la pathologie de Covid et la douleur psychologique et physique que cela pouvait
comporter. D'accord. Alors, Madame Mamouzou, moi, je reviens au niveau des entreprises. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de comment il a fallu peut-être se réadapter au début de la crise. Alors, dites-nous, au niveau de Chum Factory, qu'est-ce que peut-être la crise a changé au niveau peut-être dans vos activités, la manière de travailler? Dites-nous un peu plus, comment se fait le travail au niveau de votre entreprise avec la crise? Au début, ça a été vraiment compliqué parce que la crainte était là, tout le monde paniquait. J'ai une trentaine d'employés et au début, il fallait voir, puisqu'il y a l'environnement, l'espace de travail, donc il a fallu qu'on réadapte, qu'on réaménage les choses, qu'on déménage même carrément parce que ça ne pouvait pas contenir avec la distanciation sociale et donc c'était un peu compliqué. Ensuite, il y a eu nos agents de terrain, nos commerciaux qui devaient aller sur le terrain dans les boutiques pour vendre effectivement. Et c'était compliqué au début parce que les boutiquiers croyant avec les mesures, les 1 mètre au début et tout. Mais chaque jour, on se réadapte, on évolue. On a dû payer des machines pour maintenant faire une partie du travail où vraiment il fallait que les gens se condensent pas au conditionnement. Au conditionnement, avant, c'est toute une chaîne de personnes. Il y a des gens qui mettaient dans les emballages, il y a des gens qui doivent peser, d'autres qui doivent sceller avant de faire le paquet et tout. Donc, avec Covid, on ne pouvait plus tenir, peu importe, et vu les budgets et le problème de financement que nous rencontrons, même si nos chiffres sont bons, les besoins sont là, donc il a fallu qu'on paye une machine de conditionnement pour désenclaver cette opération unitaire-là. Et puis éviter beaucoup de manipulations. Voilà, du coup, on a dû réaffecter les gens à d'autres postes pour qu'on soit plus à l'aise dans le travail aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a réussi à maintenir les 30 personnes et d'autres se sont même bien retrouvés dans la vente parce que avant ils étaient à la production, mais on s'est dit, bon, pourquoi va essayer le terrain, voir. Donc, on a dû désenclaver, mais on a maintenu... Ils se sont réadaptés. Voilà, on a maintenu le personnel et bon, aujourd'hui, tout va bien quand même. Bon, donc on va dire à Chum Factory, ça va pour le mieux en attendant. Et on croise les doigts pour que ça aille encore plus. Alors, professeur Dagnan, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de la situation que nous vivons, mais on n'a pas relevé peut-être l'une des causes justement de cette situation que nous vivons. Et depuis plusieurs semaines déjà, tout le monde, le constat est général à dire que les Togolais ne respectent plus trop les mesures barrières. Il y a un relâchement dans le respect des mesures barrières. Est-ce qu'à votre niveau, professeur, vous l'avez également constaté? Oui. Le relâchement est constaté un peu partout. Hein. On sent ce qu'on appelle une certaine lassitude. Les gens sont fatigués parce qu'on pensait au début que c'est quelque chose qui va durer quelques 2, 3 mois, 4 mois. Et bientôt on va faire un an qu'on a découvert, enfin, que l'épidémie est arrivée dans notre pays. Donc cette lassitude, cette fatigue dans le respect des mesures barrières est même observée dans les formations sanitaires. Même tout récemment, au ministère de la Santé, au cours de nos réunions, on a évoqué ce problème parce qu'on se rend compte que le nombre de personnes contaminées en milieu hospitalier a commencé par augmenter. Et quand on se rend compte, on n'a aucune preuve que ces contaminations se font à l'hôpital. À l'hôpital, oui. Donc, c'est pour dire que dans toutes les couches de population, on se rend compte que les gens sont un peu fatigués, il y a un relâchement. C'est le lieu de dire Covid-19, ce n'est pas encore fini. Même si on est fatigué, on doit faire un effort jusqu'à ce que bientôt les vaccins n'arrivent pour nous aider à régler le problème.
Oui. Alors, professeur Gouakoué, le relâchement, on le ressent au niveau des centres de santé? Oui, on le ressent un peu partout. Au niveau des centres de santé également, on ressent un certain relâchement et les gens vont même jusqu'à dire le nombre de décès n'est pas important et donc on n'a pas vu. Voilà, laissez-nous vivre. Oui, laissez-nous vivre. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui se fait en amont que les gens ne voient pas. Et même quand les patients arrivent dans un centre de santé, il y a un gros travail qui est fait de manière à ce qu'ils puissent sortir vivants et comme ça, on fait l'effort d'éviter les morts. Dans tous les cas, il est difficile pour le personnel soignant de mettre sur WhatsApp ou de mettre sur la sellette des cas de décès parce qu'aucun décès n'est facile à vivre. C'est des situations très douloureuses et c'est des situations humaines. Et donc, on ne peut pas exposer le nombre de décès. Et puis bon, on n'est pas là pour compter les décès. On est là pour se battre, pour relever le défi et dire à tout le monde qu'on peut soigner et qu'on soigne effectivement les patients qui nous arrivent. Même si des cas désespérés arrivent, on fait quand même l'effort. Donc, on ne peut pas baisser les bras et c'est le lieu d'insister encore une fois sur les mesures de protection aussi bien dans les centres hospitaliers qu'en dehors des centres hospitaliers, de manière à ce que le nombre de cas puisse baisser. Voilà. Et Madame Amouzou, au niveau de votre entreprise, vous insistez également sur le respect des mesures barrières? Effectivement, on n'a pas le choix parce que gérer tout le temps, c'est une famille qui s'est créée autour du produit et donc on a des chefs d'équipe qui doivent veiller à ça tout le temps, de façon permanente, les cache-nez, Nous, d'abord, il y avait les EPI, les blouses, les gants pour pouvoir toucher les produits. Aujourd'hui, vient s'ajouter le cache-nez. Parfois, c'est lourd. Surtout que parfois il y a avec la chaleur et tout, mais on peut pas, on est obligé, on ne peut pas ne pas porter les masques, se laver régulièrement les mains à chaque fois pour pouvoir pour respecter les mesures. Voilà, donc bon, on a compris. Donc à votre niveau, il n'y a pas de relâchement. Mais est-ce que peut-être au niveau de votre organisation, c'est sûr que vous vous retrouvez en assemblée, en regroupement avec d'autres entrepreneurs. Est-ce que vous insistez ou bien vous revenez justement sur la nécessité du respect de mesures barrières dans les autres entreprises de vos collègues? Effectivement, je crois que à chaque regroupement, c'est même écrit avant sur les invitations. Et bon, aujourd'hui, c'est rentré dans les habitudes, je vais dire, pour en tout cas ceux qui ont compris. Ceux qui ont compris vraiment les mesures, mais c'est en ville, quand tu passes, que tu vois que vraiment c'est compliqué. Donc, parfois, le devoir nous appelle à informer aussi. Parfois, tu vas chez la revendeuse de com dans le quartier, elle n'a pas le cache-nez, on est obligé de parler. Donc moi, j'en parle, mais c'est un peu lourd, mais on doit en parler pour que les gens vraiment ne négligent plus ça et qui se disent que c'est pas, d'autres même disent que c'est pas une maladie africaine, mais on est obligé de leur répéter ça tout le temps, que ça existe vraiment. On est toujours dans le déni. Oui. Alors, professeur Dagnan, nous allons aborder maintenant l'autre aspect de l'actualité par rapport à la maladie. Cette opération, ce processus de vaccination qui a commencé depuis un certain temps. On attend maintenant le début réel de cette opération avec l'arrivée des doses. Alors, dites-nous, professeur Dagnan, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est vrai que le processus est déjà enclenché. On apprend que voilà, on s'apprête à, bon, lorsque les doses seront là, on va vacciner tel nombre de personnes en attendant et tout et tout. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fait?
Oui, d'abord sur le vaccin, ce que je voulais dire, c'est que l'un des moyens les plus sûrs pour qu'on puisse arriver à contrôler Covid-19, c'est la vaccination. Ça, c'est indéniable. C'est connu aujourd'hui. Ok. Sans vaccin, on n'arrivera jamais à mettre fin à cette épidémie. C'est une étape obligatoire. Et donc, ceux qui pensent que on peut se débarrasser de Covid-19 sans vaccination se trompent royalement. Ah ben oui, sans vaccination, on n'arrivera pas à éliminer Covid-19. Et donc, nous tous, nous devons nous préparer à cette éventualité d'être vaccinés pour arriver un jour à contrôler Covid-19. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre pays? Nous savons globalement que d'ici la fin de ce mois ou début du mois de mars, on aura les premières doses de vaccins. Et donc, ce que nous faisons maintenant, c'est que le pays se prépare pour pouvoir accueillir ce vaccin-là. Se préparer, c'est quoi? C'est de savoir quand ces vaccins vont arriver, où est-ce qu'on va les mettre. Donc, moyen de conservation. Quand ces vaccins seront conservés dans les lieux qui seront identifiés, comment est-ce qu'on va les transporter des lieux de conservation vers les sites de vaccination, et comment identifier les sites sur lesquels ces vaccins seront administrés. Ça, c'est ce qui concerne ce que nous appelons la logistique. Maintenant, quand ces vaccins seront sur ces sites, il faut des gens pour pouvoir les administrer. C'est les ressources humaines. Et donc, on est en train d'identifier qui, dans une formation sanitaire, va administrer le vaccin à ceux qui seront identifiés comme faisant partie des cibles à vacciner prioritairement. C'est le cheminement là que nous sommes en train de faire maintenant pour être prêts avant que ces vaccins n'arrivent. En dehors de ces préparatifs logistiques et ressources humaines, il y a une grosse partie qui va concerner l'information. Justement. Ceux qui seront vaccinés, il faut qu'on leur fournisse un certain nombre d'informations sur le vaccin. C'est quel type de vaccin? C'est combien de doses? Quelle est son efficacité? Et est-ce qu'il y a des effets secondaires ou pas? Il y a des gens qui pensent que quand ils seront vaccinés, ils vont développer des maladies. Ou alors ils vont mourir. Donc, il faut rassurer tout ce monde-là et leur prouver le bien fondé de la vaccination. Ce sont ces étapes que nous sommes en train de mettre en place. Et il y a au ministère de la Santé une commission qui a été mise en place pour préparer toutes les informations à l'endroit de la grande population sur la campagne de vaccination contre Covid-19 qui bientôt va commencer dans notre pays. D'accord. Donc, il y aura une campagne pour informer la population. Je veux justement, peut-être que je ne savais pas qu'il y avait cette campagne-là parce que j'étais poussée de vous demander, est-ce que vous comprenez justement l'hésitation de certaines personnes? Vous avez soulevé justement les inquiétudes. Les gens se disent, le vaccin là, on n'est pas sûr, il ne faut pas le prendre et tout ça. Oui, je comprends l'hésitation ou le scepticisme de la population. Les gens se préoccupent, ou les questions que les gens se posent, pourquoi on développe un vaccin contre Covid-19 alors qu'il y a le VIH, il y a le paludisme, il y a telle autre maladie, on n'a pas trouvé de vaccin. Et puis, le professeur dit souvent que pour trouver un vaccin, il faut des années. Voilà, c'est la deuxième question. Ça. Première question, il y a des maladies, on ne trouve pas. Voilà. Deuxième question, il faut 10 ans pour trouver un vaccin. 1 an, on a dit qu'on a trouvé un vaccin contre Covid-19. Et troisième question, c'est les nouvelles technologies qu'on a utilisées pour trouver ces vaccins-là. C'est les 3 questions-là que les gens se posent. Voilà. Il y a des questions qui sont justifiées, mais il y a d'autres qui ne sont pas justifiées du tout. Quand je prends les questions sur on n'a pas trouvé de vaccin pour le VIH, on n'a pas trouvé pour le paludisme, pour Covid-19. Quand vous prenez le VIH, qui est une maladie qui existe dans tous les pays, qui fait aussi des dégâts, mais contre lesquels aujourd'hui nous avons des ARV, quand vous prenez cette maladie, le VIH, il n'y a jamais eu de cas de guérison spontanée du VIH. Il n'y en a pas.
Parce que ce virus va s'attaquer au système immunitaire, le système de défense qui élimine les microbes. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il y a plus de 30 ans qu'il y a des chercheurs qui sont sur la recherche de vaccins contre le VIH. Je suis désolé de le dire, on n'est pas au bout du tunnel pour trouver un vaccin contre le VIH parce que ce virus s'attaque au système immunitaire. Pour le paludisme, c'est une maladie parasitaire. Quand vous prenez l'histoire de la médecine, que ce soit des microbes ou des vaccins, on n'a jamais trouvé de vaccin contre un parasite. Il y a des vaccins contre les bactéries, par exemple tuberculose, fièvre typhoïde, il y a des vaccins. Il y a des vaccins contre les virus, poliomyélite, rougeole, fièvre jaune, hépatite B, on en trouve. Mais contre les parasites, on n'a jamais trouvé parce que quand on prend la taille de ces micro-organismes que j'ai cités, les parasites sont très grands. Donc, il n'y a pas une cible commune qui permet de développer des vaccins contre ces parasites. Il y a des gens qui ont essayé contre le palud, ça n'a pas marché. Contre d'autres parasites aussi, ça n'a jamais marché. Et donc, ce qui peut mieux marcher, c'est des vaccins contre les virus. Et c'est ce qu'on connaît. Voilà. Et donc, développer un vaccin contre Covid-19 n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est tout à fait logique. C'est logique, puisqu'on a déjà plein de virus contre lesquels on a su développer des vaccins. Et quand vous prenez Covid-19, pour qu'on peut trouver des vaccins, il y a des gens qui guérissent naturellement. Oui. Quand on fait Covid-19, certains vont faire des formes graves et mourir, malheureusement. Mais 90-98% vont guérir naturellement. C'est en se basant sur cette possibilité de guérison naturelle qu'on peut développer des vaccins pour donner aux gens, pour dire, dès qu'on vous montre le microbe, vous allez produire des anticorps pour vous protéger. Et donc, c'est une stratégie qui est connue parce qu'il y a la possibilité de guérison naturelle. Quand quelqu'un fait Covid-19, la personne développe des anticorps qui le protègent pour un temps. C'est la stratégie qui a été utilisée. Maintenant, pourquoi en un an, on a trouvé un vaccin? Oui, on n'est plus dans les années 1900. Ça a évolué. On est en 2020. On a déjà l'expérience de la fabrication d'un certain nombre de vaccins. Et on se dit, en se basant sur ces anciennes technologies qui ont été utilisées, on peut développer le vaccin contre Covid-19. C'est ce que les chercheurs ont fait en dehors du vaccin qu'on appelle vaccin ARN messager de Pfizer et Moderna. Ces vaccins qui ont utilisé des techniques nouvelles. Les autres vaccins, par exemple le vaccin AstraZeneca ou le vaccin russe, Sputnik V, c'est des techniques qui existaient déjà et donc les gens se sont basés sur ces techniques-là pour développer ces vaccins. Ce qu'on reproche aux gens par rapport à la durée, c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de recul pour voir si on vaccine un grand nombre, il ne va pas avoir trop d'effets secondaires. Voilà. Mais il suffit de suivre aujourd'hui la télé. Il suffit de suivre l'évolution, ce qui se passe dans les pays développés. On a vacciné aujourd'hui plus de 60 millions de personnes à travers le monde en utilisant de différents vaccins. Mais on n'a pas observé de gros effets indésirables allant vers la mort, d'autres maladies, etc. On n'en a pas vu. Et donc, nous, aujourd'hui, on a d'ailleurs la chance que beaucoup de populations, surtout en Europe, aux États-Unis, ont été vaccinées et qu'on voit que ça se passe bien et que d'ailleurs, surtout quand vous prenez par exemple Israël, on remarque que le nombre de cas de Covid-19 commence par diminuer dû à l'effet de la vaccination. Donc, on doit se baser sur toutes ces bonnes nouvelles liées au vaccin pour aller dans le même sens et ne pas seulement se focaliser sur les données des anti-vax. Il y a des gens qui sont contre la vaccination, que ce soit pour Covid ou autre chose. Naturellement, ils sont contre la vaccination. Donc, on va laisser ces gens-là
et éviter tout ce qui est raconté sur les réseaux sociaux où les gens inventent des histoires de toutes pièces. Aurait des effets secondaires. Non, dans quel pays on va vacciner des gens, observer des effets secondaires graves et puis les gouvernants vont se taire pour dire bon, continuez, si ça tue les gens, non, ça n'a aucun sens. Donc moi je suis beaucoup tout ce qui concerne la vaccination. Et donc, moi, je suis très rassuré sur ce qu'on observe aujourd'hui. Et je suis sûr que c'est la voie royale pour qu'on puisse sortir de cette pandémie. D'accord. Merci, professeur Daniel, pour toutes ces explications. Professeur Goyakoué, et justement, la semaine dernière, l'un de nos invités sur ce plateau insistait sur le fait que si le vaccin était nuisible, le gouvernement togolais ne demanderait pas justement à son personnel soignant, à ses professionnels de la santé d'être les premières cibles à être vaccinés, justement. Alors, dites-nous, professeur, quel est l'état d'esprit des professionnels de la santé, vu qu'ils seront les premiers à recevoir les doses? Bon, je suis sûr qu'ils n'ont pas ces idées arrêtées que la population, ou bien certains anti-vaccins, ont du vaccin anti-Covid. Oui, le personnel de la santé, à mon sens, serait le premier bénéficiaire parce que c'est le personnel qui est au front. C'est le personnel qui s'occupe des malades et de vrais malades de Covid. C'est un bonus, disons-le comme ça, un bonus pour l'effort qui est fait. Et c'est vrai que le personnel de la santé s'infecte de plus en plus malgré tout ce qui a été dit, malgré les recommandations qui sont faites. Mais c'est également le lieu de dire que le personnel de la santé va servir d'exemple et non de cobaye, comme le disent certains. S'il s'agit de cobayes, plus de 60 millions de personnes sont vaccinées déjà dans le monde. Et si on doit parler de cobayes, pourra-t-on parler de ces 60 millions de personnes comme des cobayes? Ensuite, beaucoup se penchent sur les effets secondaires, c'est vrai. Mais pour un rien, on peut avoir des effets secondaires. On peut mal supporter une vaccination, avoir un peu de fièvre, avoir quelques réactions cutanées. Et d'autres vaccins que nous recevons ont également... Les autres vaccins également donnent la même chose, quelques effets secondaires. Mais si on compare les effets secondaires et le bénéfice attendu, il est normal que tout le monde se prête pour la vaccination, en particulier le personnel de la santé qui doit être fier. Mais il faut reconnaître que par les réseaux sociaux, il y a des informations qui circulent qui ne sont pas des informations à rassurer. C'est le lieu de rassurer les uns les autres pour leur dire le type de vaccin, le professeur l'a dit tout à l'heure, le type de vaccin qui est proposé aujourd'hui a été proposé par rapport à la technologie nouvelle. Et quand on dit que les gens sont pressés de trouver un vaccin, je peux rassurer également en disant que les techniciens, les professionnels, les chercheurs n'ont pas croisé les bras depuis 20 ans. Depuis le premier SARS-CoV, ils ont continué à travailler à la recherche de vaccins avant que cette situation de Covid n'arrive. La situation de Covid a été telle que du fonds a été investi dans la recherche, et donc c'est normal que tout le monde puisse aller vers la recherche de la vaccination. Donc le travail antérieur a été oublié et on dit qu'en un an, ce n'est pas en un an, c'est plus de 20 ans de recherche que l'on traduit dans cette vaccination. Et je crois qu'il faut encourager les uns et les autres à aller vers la vaccination. Il n'y a pas d'hésitation à faire, il n'y a pas d'hésitation à avoir. La vaccination va être le seul moyen pour réduire le nombre de sujets infectés. Et quand on va atteindre les 60% de la population vaccinée ou portant des anticorps pour se défendre comme Covid-19, tout le monde, toute la population sera protégée. D'accord. Oui, je voulais revenir sur la qualité des vaccins.
parce que quand on écoute un peu ce que les gens racontent, et même des intellectuels, c'est ça qui me choque, pour dire que on va venir nous donner des vaccins pour nous tuer. Oui. Genre, ce qu'on donne chez les Européens est différent de ce qu'ils vont nous envoyer. Vous prenez par exemple notre gouvernement dans notre pays, va aller acheter ou alors faire venir des vaccins qui ne sont pas bons, le faire injecter à sa population pour que les gens meurent. Mais le gouvernement va gouverner qui après? Les animaux, les arbres? Mais ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'un intellectuel peut penser que son gouvernement va aller chercher des produits qui sont nuisibles pour venir injecter à des populations? Non, professeur, ils disent que ces gens disent justement que le gouvernement ne sait pas ce qu'on lui envoie. Mais on ne se lève pas comme ça pour aller chercher un produit. C'est pas, non, c'est pas comme ça. Même au marché, quand vous allez, il faut voir la vous allez marchandise. tâter pour regarder est-ce que ce que je vais acheter c'est bon ou pas. Il y a pour faire venir un produit de santé dans notre pays, il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a des directives. Donc on ne se lève pas comme ça pour dire oui, bon, c'est bon, envoyez-nous, on démarre, on commence à vacciner les gens. Non, c'est pas comme ça. Donc c'est pour rassurer les gens que le vaccin qui va arriver au Togo, le vaccin qui va arriver sur le continent africain ne sera pas différent des vaccins qui sont administrés dans les pays développés. Voilà. Ce sera le même type de vaccin. D'accord. Et professeur, justement, parlons de ces vaccins. Est-ce que être vacciné contre Covid voudra dire que, bon, on n'aura plus la maladie, on est, disons, immunisé, ou quel est l'effet, en fait, du vaccin sur le corps humain? OK. Quand quelqu'un est vacciné, on remarque que 2 semaines plus tard, la personne développe des anticorps. OK. Ces anticorps que nous appelons les anticorps neutralisants, ces anticorps permettent à la personne, quand elle va rencontrer encore le virus, ces anticorps vont tout de suite bloquer la multiplication de ce virus pour que cette personne ne fasse pas la forme grave de la maladie pour se retrouver au CHR Lomé commune. D'accord. Ça, c'est ce qu'on a comme information sur aujourd'hui. Quelqu'un qui est vacciné, il ne va plus être malade. Maintenant, des études qui sont faites, c'est pour savoir quelqu'un qui est vacciné, est-ce qu'il peut transmettre la maladie ou pas. Et les résultats que nous obtenons, surtout en Israël, montrent que plus on vaccine les gens, moins on a des transmissions. Ça veut dire que certains vaccins agissent également sur la transmission du virus. C'est pour ça qu'on se dit qu'on va aller vers ce qu'on appelle une immunité collective quand on aura vacciné 60% de notre population. En ce moment, si on refait l'évaluation, on vaccine 60%, on refait l'évaluation et on atteint l'immunité collective, c'est seulement en ce moment qu'on peut se débarrasser des mesures barrières. C'est-à-dire le masque, la distanciation, on sait que tout le monde est protégé. Et là, on peut commencer par souffler. Souffler. Donc, si nous tous, nous voulons souffler un jour, il faut qu'on se vaccine. C'est le seul moyen d'arriver à l'immunité collective et de faire un ouf de soulagement pour dire qu'enfin, Covid-19, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. D'accord. Alors, Madame Amouzou, à votre niveau, vous aussi, vous avez l'information des vaccins, de la vaccination qui viendra. Bon, c'est sûr. Quelle est votre opinion de la question? Vous êtes pour le vaccin ou... Bon, tout petit, même bébé, on a été vacciné. Polio, les gouttes et tout. Donc, c'est pas nouveau les vaccins, mais je crois que c'est l'information que les gens n'ont pas et que c'est ça qui craint. Voilà. Et comme on dit, comme les professeurs viennent de l'expliquer, c'est les microbes c'est les microbes qu'on utilise pour développer le vaccin. Du coup, les gens se disent que c'est les microbes, on viendra les injecter. Ça craint. Alors que
naturellement, il le faut pour que votre organisme puisse développer les anticorps et contre la maladie. Donc, je suis pour le vaccin et on va faire véhiculer au maximum l'information. Voilà. Je crois que les médias seront au pas pour que la population puisse accepter. Voilà. Et on attend justement ce projet de communication, de sensibilisation sur le vaccin, les informations nécessaires. Et professeur Dagnan, et parlons du vaccin également, est-ce que, vu ce que nous vivons aujourd'hui parlant des variants, on va dire que les vaccins ne sont pas encore arrivés chez nous, mais il y a déjà les variants. Est-ce que les vaccins pourront lutter contre ces variants-là? Il y a plusieurs types de vaccins qui sont là. Et ce que les chercheurs sont en train de faire maintenant, c'est de les tester par rapport aux différents variants qui existent. Et donc, il y a certains déjà qui ont des résultats qui montrent qu'ils sont très efficaces sur, si je prends le variant britannique, le variant brésilien, ils ont démontré des efficacités. Il y a certains qui ont montré une efficacité faible sur le variant sud-africain. Mais pour l'instant, ce variant sud-africain n'est pas très éparpillé. C'est-à-dire que beaucoup de pays ne sont pas encore touchés. Ça reste très limité à l'Afrique du Sud. Et donc, la recommandation de l'OMS est claire. Même si ces vaccins ne couvrent pas complètement tous les variants, il faut qu'on se vaccine. Il faut qu'on se vaccine parce que dans le monde entier, le virus qui domine, ce ne sont pas encore les variants. Les variants. Non, ce sont, disons, le virus sauvage. Ou la première souche, on va dire. Voilà, qui domine aujourd'hui dans le monde. Donc, si on se vaccine, on arrête la multiplication des virus et on évite même l'émergence des variants. C'est-à-dire, voilà, le moyen qui peut nous permettre d'éviter qu'il y ait des variants, c'est la vaccination. Si on arrive à faire vite, à devancer un peu, à aller plus vite dans la vaccination, on bloque en même temps la sortie ou l'émergence des variants. Donc la recommandation est claire, même si on n'a pas cette assurance qu'on couvre à 100% les variants qui existent aujourd'hui, il faut se vacciner parce que la souche qui circule le plus dans le monde, c'est la première que nous appelons, entre guillemets, la souche sauvage. D'accord. Ok. Et professeur Gouakwe, est-ce que, disons, l'apparition de ces variants-là inquiète un peu les médecins que vous êtes, en fait? Mais oui, ça doit inquiéter, naturellement. Si la souche sauvage n'est pas bien maîtrisée et que des variants apparaissent, naturellement, ça doit inquiéter, d'autant que pour que les variants n'apparaissent, il faut qu'une portion de la souche sauvage soit dégradée ou bien soit remplacée par une autre molécule ou une autre protéine. Donc, la survenue des variants peut entraîner une létalité, une mortalité plus forte, plus importante, une agressivité plus importante. Et que par conséquent, on doit naturellement se méfier des variants. Mais disons que ces variants ne sont pas encore arrivés. C'est vrai d'anticiper, c'est bon d'anticiper, et donc il faut faire attention. Donc faire attention, c'est se prémunir de la souche, mais également éviter la survenue des variants. C'est pour ça que si on arrive à lutter ou à se battre et à réussir à maîtriser la souche, les variants vont arriver de façon moindre ou même ne vont même pas arriver, et que par conséquent on aura gagné, si ce n'est pas toute la bataille, au moins une partie de la bataille. D'accord. Alors, Madame Amouzou, parlant disons, des conséquences de la crise sur vos activités, est-ce que peut-être en vous réadaptant à la situation, vous avez également peut-être exploré le marché du e-commerce? Est-ce que vous vendez plus en ligne? Vous avez essayé de vendre en ligne? Est-ce que ce côté-là a été pris en compte?
Oui, dès le début de notre activité en 2017, nous on a commencé sur les pages Facebook, donc c'est la vente en ligne. Aujourd'hui, on a même une équipe qui s'occupe que de la vente sur le WhatsApp. Donc, chaque matin, on reçoit des commandes, on livre. Et vu même les mesures restrictives, d'autres ne veulent plus sortir. Beaucoup ne voulaient plus sortir de chez eux. Donc, il fallait se livrer. Ouais, donc, on était obligé d'aller livrer les gens chez eux. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, est-ce que la crise a peut-être fait augmenter la demande de livraison au niveau du commerce en ligne? Est-ce que la crise a boosté le commerce en ligne? Oui, oui, parce que les gens sont maintenant plus adaptés à ça. Les gens demandent plus, tout est en ligne. Quand vous faites une activité aujourd'hui et que vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas à la page. Personne ne vous connaît. Donc, c'est la vente en ligne qui marche le plus aujourd'hui. Est-ce que vous ne souhaitez pas peut-être de financement, de soutien encore pour peut-être développer? C'est vrai que nous sommes dans la crise, mais il y aura l'après-crise. Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui la demande augmente. Et qui dit demande augmente dit besoin aussi qui augmente pour pouvoir satisfaire la demande. Donc, comme je le dis, on était à une étape un peu semi-industrielle. Aujourd'hui, il faut qu'on monte à l'étape industrielle pour produire plus. Aujourd'hui, on ne couvre que les villes de Lomé, de Dapan et de Palimé. Il y a tout le Togo qui nous attend par rapport à nos produits. Et tout le Togo, c'est plus une question de semi-industriel, c'est une question industrielle. Et donc, nous sommes vraiment ouverts à toute bonne volonté, aux investisseurs aussi, pour pouvoir rentrer dans le capital et faire grossir l'entreprise. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, parlant de cette crise que nous vivons depuis près d'1 an déjà. Mais avant de vous laisser repartir, sûrement que vous avez des messages, des appels à lancer à l'endroit des populations. Alors, Madame Amouzou, vous, à votre niveau, si vous avez peut-être un appel à lancer, peut-être à vos collègues entrepreneurs durant cette crise que nous vivons, que leur direz-vous? Chers collègues, bon courage à nous. Tout le temps, il faut que nous nous réadaptons, qu'on crée de nouveau, qu'on innove plus dans nos manières de faire. Et c'est un temps, ça va passer, on survivra tous. D'accord. Et surtout respecter les mesures barrières. Bien sûr, surtout respecter les mesures barrières. Je vais aussi inviter la population à vraiment adopter la consommation locale dans le quotidien de tout le monde pour qu'ensemble, on puisse aussi relever les défis économiques du pays. D'accord. Merci beaucoup, Madame Enyoko Siwa Midreso Amouzou. Je rappelle donc qui est directrice générale de Chom Factory. Chom Factory, vous avez découvert sur ce plateau les différents produits, les produits locaux que nous sommes appelés à consommer sans modération. Voilà. Donc, professeur Goyakoué, votre message à l'endroit des populations? J'ai un seul message, mais en 2 portions. Le premier message, c'est que on doit revenir au basique. Revenir au basique, c'est demander à la population, aux industriels, de revoir les dispositifs de lavage des mains qu'ils ont juste en face d'eux ou devant leur boutique. Ces dispositifs doivent être remplis d'eau. On doit avoir le savon à côté. On doit avoir du papier, du mouchoir jetable pour que lorsqu'on dit lavage des mains, qu'il y ait au moins de la matière, de l'élément essentiel pour se laver les mains. Ensuite, ceux qui sont devant les boutiques, je les encourage, lorsque quelqu'un ne se lave pas les mains, à le rappeler à l'ordre. C'est déjà un point essentiel pour pouvoir lutter contre la maladie. Ensuite, mettre les masques. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la population doit rester confiante dans les mesures prises par le gouvernement et se préparer psychologiquement
à la vaccination, puisque c'est le seul moyen pour nous tous de sortir de cette situation dramatique qu'est la survenue de Covid-19. Merci. Merci beaucoup, professeur Edem Goué-Akoué, je rappelle donc, qui est cardiologue, président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo, également membre du Conseil scientifique. Alors, professeur Daniel, votre mot de fin? Oui, aujourd'hui, je ne vais plus revenir sur les mesures barrières. Le professeur Goué-Akoué en a suffisamment parlé. Oui. Moi, j'ai deux types de messages. Le premier message, c'est à l'endroit de notre population pour dire, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que Covid-19 n'existe pas, c'est un menteur. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que Covid-19 n'existe pas, c'est un assassin. Là, cette personne Il faut la ne fuir. veut pas que vous respectez les mesures barrières. Et alors qu'on sait que Covid-19 est potentiellement mortel. Si vous attrapez Covid-19, certaines personnes sont décédées à cause de cette maladie. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que Covid-19 n'existe pas, il faut le fuir. Cette personne ne cherche pas votre bien. Voilà. Maintenant, sur le vaccin, comme j'ai eu à le dire, c'est la voie royale qui peut nous permettre de se débarrasser un jour de Covid-19. Et donc, moi, j'exhorte la population togolaise, si nous arrivons à avoir accès à ce vaccin, d'aller se faire vacciner. Parce que sur le plan international, avoir accès même au vaccin, ce n'est pas facile. Quand vous voyez comment les pays se battent pour avoir des doses. Pour avoir des doses. Et aujourd'hui, c'est uniquement les pays développés qui s'arrachent les petites doses qui existent. Si nos gouvernants font des efforts pour faire venir le vaccin dans notre pays, j'exhorte notre population à aller se faire vacciner pour qu'on puisse progressivement arriver à cette immunité collective un jour et enfin on pourra souffler souffler un peu et passer à autre chose. Merci. Voilà. Merci beaucoup, professeur Anoumou Dania, professeur de bactériologie, virologie, membre du conseil scientifique et chef laboratoire Covid au CHE Sylvanus Olympio. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Nous rappeler encore une fois l'importance du respect des mesures barrières pour éviter justement la Covid-19 au Togo. Et vous l'aurez donc compris, le vaccin reste le moyen le plus sûr pour lutter contre cette maladie. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour parler d'autres aspects de la lutte contre cette maladie. Bonsoir.